Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans votre émission Semaine Po. L'incertitude plane-t-elle encore sur le processus électoral? La date avancée pour la tenue des législatives sera-t-elle tenue? En tout cas, les supputations vont bon train sur fond de suspicion et la CENI tente de son côté de rassurer les partis en lice pour le scrutin législatif prévu pour le 24 septembre prochain. Nous allons parler de tous ces sujets avec mon invité de parcours dans cette émission qui n'est autre que le chef de file de l'opposition guinéenne, Monsieur Elhaj Cellou Dalein Diallo. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous une nouvelle fois dans cette émission Semaine Po. D'abord, on va essayer de faire ensemble un diagnostic du processus électoral en cours. Si je vous demandais de me faire un diagnostic du processus électoral en cours, me diriez-vous, vous allez me dire que le processus électoral est chancelant, malade, convalescent ou en parfait état? Écoutez, il n'est pas en parfait état. Vous savez déjà, la première action à mener au sortir du dialogue politique était la révision complémentaire. Celle-ci s'est passée dans de mauvaises conditions. De mauvaises conditions dues à l'impréparation de la CENI et de Sabari. Vous savez que ça n'a pas pu, le processus n'a pas pu démarrer à bonne date. Il y a eu des retards de 3 ou 4 jours. Et au niveau de beaucoup de localités, on a enregistré des pannes de groupes électrogènes, des pannes de kits, des manques de consommables et la mauvaise foi parfois des agents chargés de mener cette opération. Si bien que on a estimé qu'au total, on n'a pas pu recenser dans la plupart des localités 10 jours francs. C'est pourquoi l'opposition avait adressé une correspondance au président de la CENI pour demander qu'il y ait une prolongation de ce délai afin de permettre... Vous espériez quoi? Nous espérions nous avions souhaité qu'il y ait une prolongation d'au moins 5 jours pour permettre à nos militants de se faire recenser, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'opposition qui avait demandé à ces militants de ne pas se faire recenser dans la première phase, dès lors qu'on n'avait pas un accord, un consensus sur Marc Sabari. Et donc, ce boycott a été suivi dans la plupart des circonscriptions, et dès lors qu'il y avait un accord politique au terme duquel l'opposition s'engageait à rejoindre le processus, il était important qu'on donne le temps à nos militants de se faire recenser. Disons que les militants de la mouvance ont eu 2 mois pour se faire enrôler. On a souhaité qu'on ait au moins 15 jours, on les a obtenus sur le papier, mais dans la réalité, on n'a pas eu droit à plus de 7 jours de recensement effectif dans nos localités. Donc ça a été une première faiblesse. Ensuite, des retards ont été enregistrés. Parce que tenez-vous bien, à ce jour-là, jusqu'à présent, les données issues de cet enrôlement, de cette révision complémentaire, n'est pas encore parvenues. Les opérations de sécurisation n'ont pas pu être menées. Et aujourd'hui, les experts vous parlent d'un retard de 9 jours par rapport au chronogramme qui avait été adopté à l'issue de ce dialogue qui s'est tenu. Alors, le fait que vos militants ne se soient pas fait recenser massivement, est-ce des conséquences du premier boycott? Oui, dans une certaine mesure, oui. Dans une certaine, même ici, là, pour la révision complémentaire. Vous n'êtes pas responsable en quelque sorte de ce qui vous arrive, non, ce n'est de pas, cette non. Politique de la chaise vide que vous avez plutôt privilégiée tantôt. Situons les responsabilités. Non. Le président de la CENI avait décidé de violer le code électoral en mettant en place des carles en violation flagrante des dispositions de l'article 16 du code électoral. Lorsque cet article stipule que tous les partis engagés dans l'élection doivent être représentés dans les commissions administratives de recensement des électeurs. M. Bakary Fofana avait à l'époque décidé qu'il prend un par mouvement, c'est-à-dire un pour l'opposition, un pour la mouvance. Bien qu'on a dit qu'on n'était pas d'accord avec ça et qu'on ne siégerait pas dans les carles et qu'on ne participerait pas à une révision qui serait illégale. Sans compter que nous avions de fortes réserves, nous étions opposés d'ailleurs à ce que cette opération de révision soit menée par Marc Sabari. Donc c'est pour cette raison que nous avons boycotté. Est-ce que nous avions raison de boycotter? Nous avions raison d'exiger que la loi soit respectée. Le problème en Guinée, c'est qu'on a peu d'intérêt, peu de respect pour la loi.
C'est la loi qui réconcilie les gens. Lorsque vous respectez la loi, bon, on peut ne pas être satisfait, on peut ne pas tirer on n'a des pas avantages. toujours fonctionné sur la base de la loi, on a parfois privilégié le consensus. Oui, le consensus, mais il n'a pas été recherché dans ce cas. Lorsqu'on a protesté. Non, on a l'impression que chaque camp préfère l'application de la loi quand ça va à son avantage. Attendez, si on ne peut pas appliquer la loi, on doit ouvrir un dialogue pour rechercher le consensus. Je suis d'accord. On peut faire des dérogations à la loi. Mais il faut que les partis en compétition, lorsqu'il s'agit d'aller à une compétition, se mettent d'accord sur la modification des règles. Parce qu'il ne faut pas qu'une des parties décide unilatéralement et impose aux autres une dérogation à la loi. Si l'autre partie n'est pas d'accord, on ne peut pas faire la dérogation. Parce que la loi doit s'imposer à tout le monde. S'il y a des raisons valables de ne pas respecter scrupuleusement la loi, son esprit ou sa lettre, mais écoutez, acceptez le dialogue. Bon, nous avons telle contrainte qu'on n'arrive pas à lever pour faire face à nos obligations. Écoutez, mettons-nous d'accord de faire une dérogation à la loi et prenons les dispositions pour que ça n'impacte pas sur l'équité de l'opération. Ce qui n'a pas été fait. C'est comme si le président de la CENI à l'époque était heureux que l'opposition ne vienne pas. Aucun effort, aucune démarche n'a été menée vers nous pour que nous comprenions qu'il y avait lieu. Mais pourquoi aurait-il intérêt à ce que l'opposition ne soit pas représentée dans les cadres? Écoutez, pourquoi a-t-il décidé tout seul de violer la loi? C'est la question qu'il faut poser. Lorsqu'il viole la loi, on proteste, on n'est pas entendu, on dit qu'on ne peut pas l'accompagner dans le processus dès lors que ce serait en violation flagrante des dispositions de la loi et c'est contraire à nos intérêts. S'il y a des raisons valables, objectives, de faire une dérogation, il peut s'adresser, nous sommes des hommes, nous pouvons, si les arguments sont pertinents et si la dérogation est justifiée, on n'a aucune raison de s'y opposer parce qu'on peut aller effectivement aux élections. Mais ils étaient très heureux de faire le passage en force et sans l'opposition. Ils ont fait l'opération sans même chercher à convaincre l'opposition de la pertinence ou de l'opportunité de la dérogation à laquelle ils se sont livrés, ce qui n'était pas justifié. Alors, aujourd'hui, le président de la CENI est-il toujours sous le feu des projecteurs? L'opposition continue-t-elle encore à le soupçonner de rouler pour le pouvoir, malgré la signature par cette même opposition des accords du 3 juillet dernier? Au début, je pense que c'est nous qui étions dans cette position de doute ou de manque de confiance. Aujourd'hui, tous ceux qui ont essayé de travailler, tous ceux qui travaillent, les experts qui travaillent à la CENI, on doute de la capacité du président de la CENI de diriger cette institution. Aujourd'hui, le retard accusé par rapport au chronogramme qui a été adopté, 9 jours, mais c'est lié aussi à l'incompétence, c'est lié à la mauvaise foi de Sabari, de Wemar Sabari et parfois du président de la CENI. Aujourd'hui, nous sommes devant une Vous avez accepté ce couple Wemar Sabari? Oui, dans la mesure où la communauté internationale nous avait assuré qu'elle pouvait sécuriser le fichier, qu'elle prendrait toutes les dispositions pour justement... Aujourd'hui, vous ne croyez plus à la communauté internationale? La communauté internationale est complètement déroutée, elle aussi, par l'incompétence et parfois la mauvaise foi de Sabari. Aujourd'hui, le monitoring qui permettrait de s'assurer que les données de la révision, telles qu'issues de l'opération d'Arlekan, seraient transférées intégralement dans le fichier. Cette vérification n'a pas eu lieu. Parce que toutes les données ne sont pas remontées. Il faut s'assurer que seules les données, mais toutes les données issues de la révision complémentaire sont transférées dans le fichier central. Mais malgré tout, monsieur Cellou Dalein Diallo, vous avez malgré tout présenté une liste de vos candidats. Écoutez, dans une première phase... Est-ce que vous n'êtes pas en contradiction avec vous-même? Non, pas du tout, pas du tout. Vous exprimez des réserves, des inquiétudes par rapport à un processus électoral qui, pour vous, patine. En même temps, vous présentez des candidats? Non, écoutez, vous devez savoir qu'à l'issue du dialogue, on a mis en place des structures. On a mis en place un comité de veille. On a mis en place un comité technique de suivi. On a mis en place un comité de suivi présidé par le médiateur international.
et qui réunit 2 représentants de l'opposition, 2 représentants de la mouvance, l'ambassadeur de France, l'ambassadeur des États-Unis, l'Union européenne, le PNUD et les médiateurs locaux. Jusqu'à présent, tous nos griefs, nous les portions à la connaissance du comité de suivi qui interpellait la CENI sur ces griefs-là. Il y a eu des engagements de procéder à des corrections qui ont été souvent pris par la CENI. Et malheureusement, elle n'a pas pu maîtriser les dérapages au point qu'aujourd'hui, tous les experts sont d'accord qu'il y a un retard d'environ 9 jours. Le comité technique de suivi qui devrait s'assurer de la réalisation des opérations de sécurisation, comme le monitoring, comme le dédoublonnage, aussi bien ici qu'à Bruxelles, les arbitrages qui devaient en découler. Mais ce comité n'a pas travaillé encore pratiquement. Ce comité n'a pas eu accès au site central jusqu'à présent. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Sabari n'accepte pas. Sabari n'accepte pas. Le comité de suivi, il est là. Et malheureusement, les opérations de contrôle et de sécurisation en ce qui concerne le monitoring, en ce qui concerne le déboulonnage, n'a pas encore lieu. C'est ce qui aggrave le retard et qui rend maintenant peut-être improbable la tenue des élections. 24, si on devrait procéder à toutes les corrections, à tout l'assainissement du fichier qui était prévu, qui était annoncé dans le cadre du dialogue. Donc, est-ce que vous voulez nous dire par là, en exclusivité, dans ce même pot, sur la chaîne Évasion Guinée, que toutes vos craintes risquent de remettre systématiquement en cause le respect de cette date du 24 septembre prochain? Écoutez, nous ne sommes pas arrivés à cette conclusion. Nous notons qu'il y a un énorme retard, notamment dans la sécurisation du fichier. Mais est-ce que malgré tout, vous irez aux élections, vous maintenez la candidature nous allons exiger que l'assainissement du fichier ait lieu, que toutes les opérations de sécurisation, dans leur ordre, soient menées avant d'aller aux élections. Maintenant, si Sabari et la CENI peuvent faire ça dans le délai, c'est-à-dire en rattrapant le retard de 9 jours, sans violer l'ordre des opérations, eh bien, nous n'aurons pas d'objection, nous irons aux élections. Et si mais si ce n'est pas le cas, nous allons exiger que toutes les opérations d'assainissement... Quitte à amener un nouveau report de la date. Ce n'est pas que nous souhaitons le report, c'est que nous avons exigé... Non, mais vous aviez dit récemment qu'il ne faut pas sacrifier la transparence des élections sous le prétexte de l'urgence. Oui. Ce sont vos propres mots. Exact, je l'assume. Oui. Je dis... Mais vous ne semblez pas émettre l'idée d'un nouveau report. Non, en fait, c'est une conséquence à tirer. Oui. Nous n'allons pas négocier la sécurisation du fichier, l'assainissement du fichier, l'élimination des doublons. Oui. Les listes doivent être affichées après l'élimination des doublons. La communauté internationale a accepté d'investir dedans pour acheter des logiciels, pour signer des contrats avec des sociétés pour l'élimination des doublons, la société ZS. Vous savez que toutes les données vont à Bruxelles pour être traitées dans les laboratoires d'une société qui s'appelle la ZS pour identifier tous les doublons afin que ceci soit éliminé et qu'on ait un fichier propre. Nous ne pouvons pas renoncer à ça. La communauté internationale s'est engagée à sécuriser le fichier et s'est engagé donc à procéder au dédoublonnage. Vous êtes déçu par la communauté internationale? Non, la communauté internationale fait ce qu'elle peut, mais elle a en face une société, Sabari, qui n'est pas à la hauteur de sa mission et qui a des positions partisanes par rapport à chaque opération. Donc il y a le problème. Les experts qui sont là rencontrent d'énormes difficultés justement à assumer les engagements que leur mandat ont pris par rapport face à l'opposition guinéenne. Et aujourd'hui, tout le monde déplore cette situation. Ce n'est pas seulement l'opposition, ça ne va pas. Je vous ai dit que les données ne sont pas remontées. Alors, restons toujours dans le sillage du processus électoral. La CENI dit avoir besoin de 12 millions d'euros. Le gouvernement vient de débloquer 41 milliards de francs guinéens, ce qui correspond à 7 millions d'euros. Est-ce que les 5 millions d'euros qui restent un gap à combler, est-ce que ça vous rassure quant à la tenue, quant au respect de cette date?
Le fait que le gouvernement ait débloqué les 48 milliards de francs guinéens. Non, c'est sa responsabilité. C'est la responsabilité du gouvernement de financer les élections. Lorsqu'il n'a pas les moyens, il s'adresse aux partenaires techniques et financiers. Ceux-ci sont devenus exigeants en raison de la mauvaise gestion financière qui, jusqu'à présent, a prévalu à la CENI. Ils veulent avoir des assurances que le budget qui est présenté corresponde effectivement aux besoins. Ils ne gonflent pas le budget de façon fantaisiste. Il faut savoir qu'il y a un besoin réel de financement sur chaque ligne du budget préparé. Et il veut s'assurer que les procédures d'une bonne gestion seront mises en place et respectées. Parce que ça n'a pas été le cas jusqu'à présent. Depuis le début, on a mis beaucoup de ressources, le gouvernement en a mis, les partenaires en ont mis, mais il y a eu un gaspillage et tout le monde le reconnaît. Et en plus, aujourd'hui, les partenaires sont prêts à soutenir, à financer, à participer au financement de ce déficit, mais ils exigent quand même qu'il y ait des règles et des procédures qui permettent de sécuriser les ressources afin qu'elles ne soient pas dilapidées. Alors, M. Sédou Alain Diallo, vous avez présenté des listes de candidatures à ce scrutin législatif. Beaucoup disent que 80% des noms qui apparaissent sur cette liste ont une consonance Peul. Est-ce que vous ne donnez pas raison à ceux qui estiment que le parti, l'UFDG, est un parti des Peuls? Non, d'abord, ce n'est pas vrai. La statistique-là n'est pas tirée de la liste. Ça fait partie des campagnes de diffamation organisées par les adversaires de l'UFDG. Regardez les 40 premiers noms qui sont susceptibles d'être élus. Vous regardez que c'est bien équilibré. Il y a les militants, il y a tous les noms. Vous pouvez regarder vous-même. Maintenant, après, à partir de 40, c'est vrai que les chances d'être élus sont moindres, étant donné le poids du FDG. Mais il y a toutes les ethnies, il y a toutes les composantes de la nation, même si on peut admettre aussi que peut-être que 60% ou 70% des militants du FDG sont issus d'une région, mais il y a d'autres qui se battent au sein de l'UFDG, qui ont leur place là où ils doivent être en fonction de leur contribution dans l'implantation et dans le rayonnement du parti. Donc l'UFDG est un parti composite? Composite, absolument. Vous voyez les structures au niveau Mais pourtant, vos militants semblent réchigner l'idée que vous soyez ou vous ayez fait alliance avec Aboubacar Silla de l'UFC, Mokhtar Diallo. Vos militants ne semblent pas tout à fait adhérer à cette option. Ça, c'est vous qui prêtez ces intentions à nos militants. Les militants sont très satisfaits de l'alliance. Pourtant, des voix se font entendre dans les médias. Ça, c'est vous qui les entendez. Les militants ont très bien apprécié l'alliance conclue avec M. Aboubacar Silla, avec M. Mokhtar Diallo et l'alliance en cours de négociation avec M. Sidya Touré, même avec Lansana Kouyaté. Personne n'a s'en est plaint. C'est des gens qui estiment que, bon, il y a M. Aboubacar Silla peut avoir des adversaires qui peuvent parler, mais pas au niveau de l'UFDG. Le bureau exécutif a été informé, le conseil politique a été informé, tout le monde était d'accord. Et lorsque nous avons décidé de soutenir Lansana Kouyaté... Vous dites que le bureau exécutif, tout le monde n'est pas d'accord avec cette option. Baouri vous l'a clairement fait savoir. Je pensais que Baousman vous a annoncé qu'il adhérait à l'UFDG. Bon, mais vous parlez de Baouri, d'accord. Baouri, bon, mais Baouri, oui, il a sans doute exprimé ses réserves là-dessus, mais nous sommes un parti démocratique. Le conseil politique a apprécié, a approuvé la décision, la proposition. Mais vous êtes d'accord que cette alliance scellée avec l'UFC d'Aboubacar Silla et les NFD de Mokhtar Diallo ne fait pas l'unanimité au sein du bureau politique de votre parti? Au sein du bureau politique, oui, c'est l'unanimité au niveau du bureau politique. Personne au niveau du bureau politique, en dehors peut-être de M. Baouri, il n'y a personne qui a omis des réserves. On en a discuté. Donc les réserves de Baouri sont marginales? Non, malgré le fait qu'il soit il n'y a pas de droit de veto au sein du parti. Même le président n'en a pas. Lorsqu'un problème est posé, on discute, on réussit à se convaincre. Si on ne réussit pas à se convaincre, on passe aux voix, on prend la décision sur la base de la majorité. C'est simple. Voilà.
Alors, cette alliance semble avoir fait des émules sur l'échiquier politique guinéen, puisque 4 autres formations politiques ont signé une entente politique, même si beaucoup estiment que c'est une alliance électorale. Il s'agit de l'UNR de Boubacar Bari, du parti GPT de Dr Kassori Fofana, du PDN de Lansana Kouyaté et de l'UPG de Jean-Marie Doré. Est-ce qu'aujourd'hui, la signature de cette nouvelle alliance sonne le glas de l'unité de l'opposition? Non, non, pas du tout. La preuve, on a tenu la semaine dernière une réunion dans mon bureau. Une réunion sur fond de tension, notamment entre le PDN et l'UFC? Non, justement, c'était pour calmer un peu le jeu. Parce que le PDN et l'UFC n'avaient pas besoin de ça, de mettre ça sur la place publique. Les alliances se font entre partis. C'est 2 partis qui décident de se soutenir, l'un décide de désister pour l'autre, ou les 2 partis décident de faire une liste commune, comme c'était le cas entre M. Aboubakar Sylla et moi. Mais le fait que Aboubakar Sylla vous ait rejoint et ait préféré, n'est-ce pas, aller aux législatives sous la bannière de l'UFDG, c'est une pilule qui a été difficile à avaler du côté du PDN. Mais pourquoi? Qui a dégainé des flèches empoisonnées. Non, je pense que c'est Boubacar Sylla. Les 2 camps lancent d'ailleurs des pics depuis quelques jours. Oui, mais ça y est, ça s'est calmé. M. Boubacar Sylla et M. Lansana. Mais il n'y était pas lors de la dernière réunion de l'opposition. Qui? Ni Aboubakar Sylla, ni le PDN. Le PDN était représenté à la réunion. Oui. Il était représenté, mais pas par son président. Oui, tout à fait, mais il n'est pas dit qu'à toutes les réunions, le président doit y être. Il peut se faire représenter dans une réunion. Est-ce que cela ne dissimule pas mal les dissensions au sein de cette opposition? Non, l'unité de l'opposition n'a pas volé en éclats malgré vos propos plutôt rassurants? L'expression est un peu trop forte, voler en éclats, non. Il y a eu des malentendus par rapport aux alliances. Mais l'alliance conclue entre l'UNR, l'UPG, GPT, PDN, on se réjouit que les partis de l'opposition qui ont des affinités se mettent ensemble pour défendre leurs intérêts. Ça ne signifie pas qu'ils sont sortis de l'opposition. Moi, je n'ai pas... Bon, avec M. Lansana Kouyaté, l'UFDG, a décidé de le soutenir en Haute-Guinée, à Bela, Kerouani, Kankan, Mandiana, Siguri et Koursa. Bon, donc c'est un allié. Il n'y a pas de guéguerre. Non, il n'y a pas de guéguerre, c'est un allié, il n'y a pas de guéguerre. Et pourquoi? Parce que, normalement, attendez, le PDN et l'UFC d'Aboubacar Sylla se sont estompés. Ben, je crois, parce que ça n'avait pas raison d'être. Chaque parti est libre. L'ADP, dont ils sont tous les 2 membres, n'était pas une alliance électorale. C'était un bloc politique qui avait décidé de se mettre ensemble pour exiger la transparence des élections législatives. Et aujourd'hui, bon, au moment des alliances, chacun, ça a été le cas, a décidé de s'allier avec le partenaire avec lequel il a plus d'affinité ou de plus d'intérêt. Je ne vois pas pourquoi ça aurait pu provoquer des courroux ou en tout cas des disputes inutiles. Donc, chaque parti est souverain. Il n'y avait pas, il n'y a pas un... se réclame être centriste. Est-ce qu'on peut dire que les vertus, qu'en politique, les vertus se perdent dans les intérêts comme les fleuves se perdent dans la mer? Écoutez, les partis centristes, ça c'est idéologique. Ici, tous les partis de l'opposition républicaine, aussi bien ceux qui sont dans cette nouvelle alliance AG pour la Guinée, que les autres, sont dans l'opposition républicaine. Lors de la réunion qui s'est tenue à mon bureau, chacun a réaffirmé son attachement à cette opposition républicaine. On a décidé de mettre nos énergies et nos moyens ensemble pour exiger que les accords conclus, signés à l'issue du dialogue soient mis en œuvre dans le respect de l'esprit et de la lettre des accords. Donc nous sommes ensemble pour exiger que les élections soient transparentes. Maintenant, des petits conflits d'intérêts ou des malentendus, ça peut arriver. Mais nous sommes tous dans l'opposition républicaine déterminés à agir ensemble. Ne démontre-t-il pas la fragilité de cette opposition? Un responsable du PDN a même qualifié Dr Fodéou Fofana d'animal politique ou d'analphabète politique plus précisément.
Oui, je pense que le premier mot est peut-être plus juste, mais bon, ceci dit, je crois que le jeu s'est calmé maintenant. Hein? On a essayé de jouer notre rôle et je pense qu'il y a moins en tout cas sur la place publique, il y a moins d'attaques personnelles comme on en a vu justement. Les dissensions sont devenues latentes. Pas latentes. Non, lorsqu'on s'est retrouvés, on a décidé d'agir ensemble. Vous comprenez, nous sommes dans l'opposition. Nous avons un adversaire, c'est le RPG Arc-en-Ciel. Nous voulons que les élections soient transparentes. Chacun de nous va être crédité des suffrages que le peuple aura bien voulu lui donner. Et ensemble, une fois à l'Assemblée, nous allons constituer des groupes parlementaires qui vont être dans l'opposition. Donc c'est ça l'essentiel. Maintenant, nous sommes des adversaires sur le terrain. C'est évident. Nous sommes des adversaires. Il y a des circonscriptions dans lesquelles vous trouvez 3, 4 partis de l'opposition qui sont candidats à la députation uninominale. Ça, c'est normal. Et bon, mais dans le fond, nous avons tous peur d'être volés par le pouvoir qui a montré justement ses velléités d'organiser des fraudes pour s'octroyer la majorité dont ce pouvoir-là a besoin justement pour octroyer la légitimité et les moyens de gouverner. Alors, on va maintenant parler de vous, mais aussi de vos ambitions politiques. Vous savez, ce n'est un secret pour personne. Vous aspirez à être un jour président de la République. C'est ça. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Alors, une question, M. Selou Dalin Diallo. Est-ce qu'à l'issue des législatives, vous vous dites, bon, moi je vais être président de l'Assemblée nationale. Est-ce que cette idée vous est venue en tête? Oui, je n'ai pas une passion, une ambition forte pour le poste de président de l'Assemblée, mais on verra en fonction du nombre de députés que j'aurai si cette ambition, enfin, si je peux être le président de l'Assemblée en attendant que le présidentiel s'organise. Mais ce n'est pas vraiment une passion chez moi. Voilà. Une autre question, c'est une information bien évidemment qui est parue dans la presse guinéenne. On dit que vous seriez dans le collimateur du fisc sénégalais, que vous auriez bien évidemment 15 milliards de francs CFA dans une affaire plutôt louche, en tout cas jugée comme telle. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations? J'ai déjà eu l'opportunité de répondre. Je crois que ça c'est de la diffamation. Je n'ai jamais eu de... Certains disent même que vous êtes le premier investisseur étranger au Sénégal. Je vais vous rappeler l'origine de ça. Vous savez, après avoir accepté les résultats proclamés par la Cour suprême à l'issue de l'élection présidentielle, j'ai reçu beaucoup de félicitations. On m'a rendu hommage partout. L'Observatoire panafricain de la démocratie m'a donné une distinction. Le MEDEF m'a donné une distinction, le corridor de la paix. Et lorsque je suis allé recevoir ce prix, qui m'a été remis par Mme Abdoulaye Wade, le ministre de la République, en l'occurrence M. Alassane Condé, a dit dans une radio de la place que c'était le prix du plus grand investisseur étranger au Sénégal. Vous n'avez pas investi au Sénégal? Je n'ai pas investi, je n'ai pas une action, je n'ai pas une entreprise au Sénégal. Connu ou méconnu? Connu ou inconnu. Je ne peux pas avoir maille à partir avec le fisc sénégalais. Je n'ai jamais eu de problème. Mais vous étiez très proche de la famille Wade. Oui, bien sûr, avec le président Wade vous a ouvertement soutenu lors de la dernière présidentielle. Ce n'est pas faux. Le président Wade avait beaucoup d'estime pour moi. Je dirais même beaucoup d'affection. Depuis que l'on se connaît alors que j'étais Premier ministre de la République de Guinée. Nous avons entretenu une solide relation d'amitié. Et ce n'était pas un secret pour personne. Vous savez comment il a réussi à m'extirper ici après, à m'exfiltrer d'ici après les événements du 28 septembre. Parce que les autorités d'alors ne voulaient pas que je sorte. Il a dû négocier plus de 24 heures avec les autorités d'alors pour obtenir que je sois évacué. Alors que j'avais 4 côtes cassées, j'étais entre la vie et la mort. Il a envoyé son avion personnel avec son médecin me prendre ici et qui m'a évacué jusqu'en France.
savez, donc on avait une relation bien connue, il avait beaucoup d'estime sur moi, il m'a toujours soutenu, et donc ça c'est connu. Mais de là... Donc le fait que vous ayez 15 milliards de francs CFA... Je suis prêt à faire le chèque, à donner ce montant au Trésor guinéen pour aider Alpha à régler la question de l'électricité. Vraiment, si on prouve qu'il y a ce montant-là... Au-delà des mots, vous êtes au-delà des mots, au-delà, je suis prêt, parce que ce montant n'a jamais existé. Je n'ai pas, donc c'est de l'intox. Je n'ai pas un compte bancaire, même où il y a 100 francs au Sénégal. Je n'ai jamais eu un compte bancaire au Sénégal. Ouais. Donc on ne peut pas trouver un solde créditaire de 15 milliards. Je n'ai pas un compte dans une banque sénégalaise. Je n'ai jamais ouvert un compte dans une banque sénégalaise. Je n'ai pas de compte au Sénégal. Mais voyez comment on a présenté le problème. Actuellement, on parle de biens mal acquis au Sénégal. Et on aurait trouvé, avec M. Wade, le président Wade, ou son fils, voilà, 300 taxis, 150 citernes, un chèque privé. Que le président Wade, attention, ça c'est pas pour moi, mettez ça de côté, c'est pour celle d'Alain Diallo. C'est de l'intox. Mais comment est-ce que ça peut se passer comme ça? C'est comme si on est venu dans la cour du président Wade, on a trouvé, on dit non, non, ça c'est bien mal acquis, mais ça c'est pour celle d'Alain Diallo. Je n'ai jamais eu de problème avec le fisc. J'ai dit, je n'ai pas un compte bancaire. Je n'ai pas une action dans une entreprise. C'est pas de l'intox, c'est de la diffamation. La campagne a commencé. Vous savez, le retour de l'UFDG dans le processus électoral, ça a dérangé beaucoup de gens. Il faut maintenant mener la campagne contre ces loups pour essayer de le discréditer, de le décrédibiliser auprès des électeurs guinéens. Certains disent souvent que vous jouez sur la fibre ethnique pour parvenir au pouvoir. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations? Vous dites, ah, ma communauté est marginalisée, telle décision est contre telle ethnie, telle... Est-ce que vous n'êtes pas un peu dans la victimisation? Non, je ne suis pas dans la victimisation. Je sais... Attendez, allons, parce que moi, je suis allergique au tribalisme. Ouais. Je n'aime pas le tribalisme. Dans mon parti, l'un des objectifs du parti, c'est de combattre le tribalisme et de réaliser la réconciliation des Guinéens, de consolider l'unité nationale. J'ai exercé de hautes responsabilités dans ce pays. Tout ce que j'ai fait. Vous pouvez vérifier tous mes cabinets. Jamais le président Conté ne m'a imposé un directeur national ou un chef de cabinet. C'est moi qui ai fait les projets de tous mes cabinets. Toutes les entreprises, tous les directeurs des entreprises ont été nommés sur mon nom et j'ai assumé. Vous regardez ceux qui ont été nommés là. Regardez la localisation des projets dont j'ai assuré la promotion en tant que ministre des Travaux publics, ou en tant que ministre des Transports. Si j'ai localisé ces projets dans ma région, j'ai toujours fait faire une étude de rentabilité de chaque projet et regarder dans quelle région ce projet peut être le plus rentable, le plus utile pour la collectivité nationale. Vous allez, parfois on me reproche que j'ai localisé des projets en dehors de ma région. Mes adversaires politiques ici du Fouta ont dit qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des bacs, des routes en Haute-Guinée, qu'il n'a rien fait, le pont sur la Fatala, cette autoroute-là à Conakry et tout ça. On dit ouais, c'est il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait pour tous ces projets n'ont pu être concrétisés que sur l'air Alpha Condé. Est-ce que ce n'est pas un échec pour vous? Quel projet a été nommé? J'ai lancé les travaux de la route Kouroussa-Kankan et le pont sur le... du pont 8 novembre. Non, le pont sur 8 novembre. J'ai bouclé le financement. J'ai lancé moi-même les travaux. Mais la concrétisation... Attends, non pas la concrétisation. Le lot 1 était terminé lorsque j'ai quitté le TP par les Chinois. Oui. Là, du 8 novembre jusqu'à Kinien, le lot là était pratiquement fini lorsque j'ai quitté le TP. Le quatrième lot qui était attribué à CEC, c'est-à-dire de Kinien à l'aéroport avec l'échangeur de choses, ça aussi était avancé à 60 à 50%. Le premier lot, le lot 1, c'est-à-dire l'autoroute de Moussodougou, plus les 2 fois 3 voies qui arrivent à chose, c'est celui-là qui n'était pas fait. Parce qu'on mais globalement, M. Seydou Dalein Diallo, oui, le réseau routier guinéen présente un visage qui est loin d'être reluisant. Est-ce que vous n'êtes pas en partie responsable de cet état de fait? Comment voulez-vous que je sois responsable? Lorsque j'étais ministre, le réseau était bien entretenu. Même à l'intérieur du pays? Même à l'intérieur du pays, il y avait un programme d'entretien qui était d'ailleurs financé par l'Union européenne pour 50% chaque année. Et comme la gestion était rigoureuse... Comment expliquez-vous que certains mettent des heures avant de franchir le réseau... d'aller dans une préfecture?
Le réseau, Alors que vous avez été pendant plus de 10 ans ministre des Transports. Oui, mais attendez, le réseau routier, ça s'entretient. Il ne s'agit pas de construire la route et de l'abandonner. Lorsque vous bitumez une route, il a une durée de vie de 15 ans. Après les 15 ans, la route mérite d'être entretenue fortement. Si vous ne faites pas l'entretien, naturellement, ça se dégrade. Et à un moment donné, les nids de poules se multiplient et vous ne pouvez plus circuler avec une pluviométrie comme celle qu'on connaît en Guinée. Mais il y a un programme d'entretien routier qui permet d'entretenir les routes. Il peut arriver qu'elles soient mal faites ou bien que les routes soient faites sur des terres très meubles, ce qui fragilise peut-être les fondations, mais quelle que soit la route, quelle que soit la zone dans laquelle elle est construite, elle doit être entretenue pour survivre, pour avoir une durée de vie très longue. Si vous ne le faites pas, naturellement, les usagers vont se plaindre sur vous. Alors, vous dites souvent dans vos discours les louvards du RPG. Est-ce que c'est un discours qui sied effectivement à un futur président de la République ou à un présidentiable? Mais vous savez que je ne peux pas dire que c'est les militants du RPG, mais chaque fois... Vous dites les louvards du RPG. Oui, du RPG, ce n'est pas les militants connus. Oui. C'est des gens qui viennent appuyer les forces de l'ordre, on les a vus. Et même un haut responsable de la police a avoué dans une radio ici qu'ils ont, c'est grâce à l'appui de certains civils qu'ils ont pu démanteler les barrages qui étaient dressés par les manifestants de l'opposition. Et on les a vus dans les films. On a des films où il y a eu des gens qu'on a, les chevaliers de la République ou d'autres choses, qu'on a naturellement lâchés contre les manifestants. Si vous les appelez aujourd'hui louvards du RPG Arc-en-Ciel, si jamais vous arrivez au pouvoir, est-ce que vous ne risquez pas d'être confronté à l'opposition systématique des gens que vous qualifiez actuellement de louvards du RPG Arc-en-Ciel? Est-ce que c'est un discours conciliant? Attendez, je ne pense pas que ce soit les militants ordinaires du RPG. Attendez. Les louvards du RPG Arc-en-Ciel? Je ne pense pas que ce soit les militants ordinaires du RPG qui font ce sale boulot-là. Je pense qu'on recrute des gens, on leur donne de l'argent, et on l'a dit, et on les lance contre les manifestants pacifiques. On l'a vu l'autre fois, lorsque même je revenais du tribunal, là où j'étais convoqué. On a déversé des bus de louvards qui sont venus apporter un appui fort aux forces de l'ordre, aux policiers qui étaient là. Et ils sont allés se mettre de l'autre côté de ma maison, du côté de la mer, pour jeter des pierres, alors que les forces de l'ordre étaient en train de jeter des bombes lacrymogènes à l'intérieur de ma concession. Vos reporters sont allés à la maison, ils ont constaté ça. Ça, c'est des louvards. Je ne pense pas que c'est nécessairement des militants du parti qui viennent, mais c'est des gens auxquels on donne de l'argent, qui peuvent s'appeler les chevaliers de la République ou les Donzo. Vous faites allusion à Malik Sankom? Non, pas, je ne sais pas, je ne fais allusion à personne. Vous l'avez mais ils ont dit qu'ils sont là. Dans une émission. Oui, ils ont dit qu'ils étaient là pour défendre les institutions de la République. Alors que je ne pense pas qu'on peut confier à une milice privée le soin de défendre les institutions. Les institutions, on a d'autres institutions pour défendre les institutions de la République. Alors, Monsieur Selou d'Alain Diallo, on continue toujours à parler de vous, et notamment de vos rapports avec Bahouri, qui demeure votre premier vice-président. Aujourd'hui, quel est l'état de vos relations? Est-ce que ce sont des relations délétères ou ce sont des relations qui commencent petit à petit à s'améliorer? Des relations difficiles. Pourquoi sont-elles difficiles, ces relations? Bon, c'est en raison de certaines prises de position qui ne sont pas celles du parti. On parle même d'un front Bahouri au sein de l'UFDG. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un parti plus divisé qu'il n'y paraît? Non, l'UFDG n'est pas divisé. Vous allez voir aux élections. Vous savez, c'est le président, non, vous êtes là à Conakry, lorsque le président du parti lance un mot d'ordre, ou si je reviens, je veux même être accueilli. Si je ne me cache pas, tout le monde sort. Lorsque je dis qu'il y a une manifestation, sortez, dès que les gens me voient, tout le monde aussi, il n'y a pas de division. Les militants de l'UFDG sont derrière leur président, il n'y a pas de problème à cet égard. Lorsque je vais à l'intérieur, c'est la même chose. Vous et Bahouri, vous ne vous tirez pas la bourre?
Non, vous Il y a pas un problème vous m'avez jamais entendu attaquer Baouri ou ses prises de position. Mais il y a eu des attaques quand même de la part d'un de vos vice-présidents, en l'occurrence Dr Fodé Fofana, qui a accusé Baouri d'être à l'origine de l'échec électoral de l'UFDG. Non, le Dr Fodé n'a jamais dit ça. Si. On lui a prêté cette intention lorsqu'il était aux États-Unis, mais après, lorsqu'on a écouté le CD qui est passé, on s'est rendu compte qu'il y a une certaine presse qui soutient, qui veut. N'oubliez pas que l'UFDG a beaucoup d'adversaires. Beaucoup de gens souhaitent l'éclatement de l'UFDG qui va provoquer une recomposition politique pour donner un peu d'espace, notamment dans une certaine région, à d'autres. Mais beaucoup y travaillent. Vous pensez à qui notamment? Non, ils sont nombreux. Ce n'est pas ceux qui ont seulement des partis, il y en a qui ont des intentions de créer des partis. Alors, le week-end dernier, on a entendu Ba Ousmane dénoncer la méthode qu'utiliserait en quelque sorte l'UFDG dans son fief de Pita. L'UFDG est accusé par Baouri d'acheter des voix à Pita. Ba Ousmane, je crois, vous voulez dire. Ba Ousmane, oui. Voilà, pardon, allez. Je l'ai bien dit, Ba Ousmane, ouais. Et vous accuse d'acheter des voix à Pita. Est-ce que c'est le cas? Je n'ai pas besoin d'acheter à Pita. Toute la population de Pita, vraiment, est UFDG. Elle n'a pas attendu d'être achetée. Dès que je suis devenu à l'UFDG, tous les partis qui étaient là, l'UPR, le PIP, ces partis se sont vidés en faveur de l'UFDG parce que les gens m'ont suivi à l'UFDG. Et les gens, Pita est resté UFDG. Regardez les élections, les résultats de l'élection présidentielle, premier tour. Il y avait 24 candidats. Ouais. Regardez ces résultats. Ouais. Regardez, vous voyez les films de ma dernière visite à Pita dans les préfectures. J'ai pas de concurrent à Pita. On a parlé d'une visite plutôt mouvementée. Quelle mouvementée? Certains partisans de Baouri. Dans le village de Ba Ousmane, chaque fois vous dites Baouri. Ba Ousmane, pardon. Non, à Gongoré. Oui, on a voulu, il y a eu des gens qui sont partis de Conakry qui ont dit que ce Boudalen ne va pas rentrer dans la sous-préfecture d'origine de M. Ba Ousmane. Mais ça ne s'est pas par conseil. Je suis venu, j'ai été reçu, j'ai tenu mon discours, je suis rentré dans le village, je fais ma prière et je suis parti. Regardez les résultats des élections à Gongoré, qui est la sous-préfecture de M. Ba Ousmane. Alors, récemment, au lendemain des manifestations de protestation contre les délestages, le président de la République vous a accusé, j'y arrive, de tirer les ficelles. Qu'en dites-vous? Vous savez, lorsque l'opposition organise une manifestation, nous demandons aux gens de sortir pour faire la manifestation. Mais M. Alpha Condé a des problèmes. Il y a l'échéance électorale qui arrive, il n'a pas de résultat. Il faut attribuer tout à l'opposition. Les investisseurs... Vous n'avez pas manipulé les jeunes? Comment manipuler les jeunes? On n'a pas manipulé les jeunes. Les jeunes, parce que vous savez, dans chaque quartier, c'est lorsqu'il n'y a pas le courant qu'ils sortent. Comment on peut coordonner ça? C'est peut-être EDG qui a fait la coordination, en disant aujourd'hui c'est votre tour, demain c'est le tour des autres. Ça, ce n'était pas, c'est spontané. Ce n'est pas, sinon, bon, si c'est non, on peut demander aux jeunes de sortir pour manifester contre le délestage. La loi nous autorise, on écrit aux communes, on dit on fait une marche. Mais ce n'est pas nous. Lorsque l'Ambandji sort, après c'est Dixine, après c'est Cameroun. Mais comment on peut attribuer ça à l'opposition quand même? Mais nous sommes en campagne, n'oubliez pas, en campagne électorale. Et donc il faut qu'on attribue à l'opposition tout l'échec de M. Alpha Condé. Aujourd'hui, l'échéance est là, il n'a pas de résultat à préparer. Ce qu'il va dire, c'est parce que le pays était à terre, du fait des anciens premiers ministres, du fait des anciens ministres, parce qu'il n'osera pas attribuer au général Lansana Conté pour ne pas perdre l'électorat sous davantage. Bon, il va dire non, c'est les anciens ministres, ses adversaires politiques, c'est Sidia, c'est Piaté, c'est Cédric Dalin, c'est eux qui ont mis le pays à terre, et c'est pourquoi je ne suis pas arrivé à faire des résultats. Alors que, pourquoi? Mais par vous attendez. Vous avez fait perdre quand même à l'État plus de 100 milliards. Comment? Là aussi, on attribue cette responsabilité. Mais c'est le refus. Cette paralysie, vous n'êtes pas responsable par vos manifestations? Attendez, pourquoi on a manifesté? C'est pour exiger le dialogue. Pourquoi il a renvoyé sa gemme? Il est allé recruter des sociétés incompétentes pour la révision de liste électorale. Il ne posait jamais ces questions.
Nous avons exercé un droit parce que nous avons estimé que ce n'était pas normal. Il a violé... Qui t'a créé dans le pays le Non, ce n'est pas... Ça, c'est des conséquences qu'on n'a pas souhaitées. Nous voulons que la Guinée avance, que ce soit sous Alpha Condé ou sous un autre. Parce que la misère, nous la partageons. Mais il est le président de la République. Veillez à respecter les lois. Veillez à ouvrir un dialogue pour se mettre d'accord avec ses compatriotes intéressés aux élections. Comment on y fait? C'est des choses simples. Mais là, c'est lui, c'est défier toujours les gens. Je veux pas de dire, je décide de manière unilatérale et ça s'impose aux autres. Mais nous sommes dans un monde nouveau, on n'accepte pas. On a protesté. Et aujourd'hui, lui-même, c'est sûr, aujourd'hui, si vous demandez à Alpha Condé, il regrette d'avoir choisi Sabari et Wemark. Parce que voilà maintenant sa propre crédibilité, l'opposition est en train d'avoir raison. Parce que ces gens-là ne sont pas à la hauteur. Personne ne peut le dire. Aujourd'hui, toute la communauté internationale est vraiment troublée et déroutée. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir tenir ce délai et tenir les engagements vis-à-vis de l'opposition. Alors, dernière question en très peu de mots. Vous allez faire face à la caméra. Alors, vous allez vous adresser au peuple de Guinée. Qu'est-ce qu'on peut attendre de vos candidats une fois les législatives terminées? Une fois le groupe de l'UFDC constitué à l'Assemblée nationale, nous allons travailler pour amener le gouvernement à respecter les lois de la République, à instaurer la démocratie dans notre pays, à favoriser l'avènement d'une société juste et équitable, fondée sur les principes et les règles de l'état de droit. Et je suis sûr que nous pourrions empêcher M. Alpha Condé et son gouvernement d'instaurer une dictature légalisée en modifiant les lois de la République pour les adapter à ses besoins, justement, d'instaurer dans notre pays un régime qui ne respecte pas suffisamment les droits humains et les libertés fondamentales. Nous veillerons à ce que le gouvernement soit un gouvernement de tous les Guinéens et qui suscite l'espoir et la confiance de chaque Guinéen pour que la Guinée avance dans l'unité, vers des objectifs d'amélioration des conditions de vie de tous les fils du pays. Voilà, c'est donc sur ces mots que se referme ce numéro de Semaine Po avec le chef de file de l'opposition guinéenne, Elhadj Mamadou Cellou Dalein Diallo, que l'on remercie d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup, M. Diallo. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir de vous avoir dans cette émission. C'est donc la fin de ce numéro de Semaine Po. Je vous retrouve avec un immense plaisir la semaine prochaine, à la même heure et sur la même chaîne. Mais d'ici là, passez d'agréables moments en compagnie des programmes d'Évasion Guinée. Et je précise que vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à tous et à toutes.